Voilà, cette conférence est organisée à l'occasion de la sortie du livre paru en septembre d'édition d'Hervy, qui est du même titre que le titre de la conférence ce soir. Et puis la sortie d'un film, pardon. Peut-être Jean-Marie, tu peux passer le visuel. Voilà, merci. Et un film qui est sorti, La révolution de la psychanalyse corporelle, découvrir le trésor caché de la misère humaine. Je vais donc vous présenter nos deux invités. Bernard Monteau, qui est un homme d'abord du corps, kinésithérapeute, ostéopathe. C'est un chercheur spirituel, puisque dès ses études de kiné, Bernard Monteau a commencé à étudier le chinois, l'hébreu ancien ainsi que les textes sacrés. Vous avez été le compagnon de route de Gita Malache, qui était le scribe de l'ouvrage Dialogue avec l'ange. Et en 1983, vous avez fondé un mouvement spirituel, Artas. Vous êtes le fondateur de la psychanalyse corporelle. Vous avez aussi créé plusieurs organisations d'entraide et de solidarité. Et vous êtes l'auteur de plus d'une quinzaine d'ouvrages qui témoignent de votre expérience intérieure et de la relation maître-élève qui vous est chère. Et aujourd'hui, vous êtes un fervent défenseur de la vie spirituelle et de la foi ouverte sous toutes ses formes. Voilà, merci Monsieur Monteau d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Et puis, notre deuxième invité, Valérie Robert, qui est aussi une personne du corps, kinésithérapeute. Vous avez participé durant près de 10 ans des travaux de recherche sur la compréhension des mécanismes de déformation du corps humain. Vous êtes psychanalyste corporel et vous exercez à Épinal et près de Besançon. Et puis, vous êtes responsable du pôle formation et vous êtes vice-président de l'Institut français de psychanalyse corporelle. Voilà, bienvenue à vous deux. Et pour entrer en matière, la première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que la psychanalyse corporelle? Comment la définir? Si tu es d'accord, Bernard, Oui, vas-y. Oui. Donc, bonsoir à tous tout d'abord. La chose importante que je voulais dire déjà, c'est que la psychanalyse corporelle n'est pas une thérapie, c'est un outil de connaissance de soi. Cette psychanalyse corporelle s'articule sur la faculté du corps à laisser échapper des lapsus corporels. Qu'est-ce que les lapsus corporels? Ce sont des mouvements conscients, involontaires, qui vont réveiller en esprit des images inspirées du passé, du présent ou du futur selon la psychanalyse corporelle vécue. Les images inspirées sollicitent la mémoire cellulaire et sont en aucun cas issues de l'intelligence. En psychanalyse corporelle, c'est le corps qui parle, un corps instinctif dépourvu de toute intelligence. Voilà ce que j'en dirais. Je dirais, de mon côté, je dirais que la psychanalyse corporelle est en tout point comparable aux autres courants de la psychanalyse, à ceci près qu'elle utilise les lapsus corporels à la place des lapsus verbaux, mais qu'il s'agit à chaque fois de quelqu'un qui cherche à recomprendre son histoire, à recomprendre son passé pour essayer d'apaiser son présent. Dans notre psychanalyse, à l'opposé des autres psychanalyses, il y a un but précis, puisque nous allons chercher les 4 traumatismes fondateurs de notre passé, et qu'une fois qu'on a revécu complètement ces scènes, et qu'on a retrouvé au détail près ces 4 scènes de nos passés qui ont construit notre personnalité, nous avons fini notre psychanalyse.
Je crois qu'elle est née il y a environ 40 ans. Comment elle est née, cette aventure? Elle est née de façon accidentelle. En fait, j'étais ostéopathe, j'avais fait une formation qui me permettait de travailler sur ce qu'on appelait chez les ostéopathes le mouvement respiratoire primaire, le MRP. Et en fait, moi, dans mon cabinet, j'avais des gens qui, quand je travaillais sur leur crâne, avaient des sursauts et se mettaient à avoir des émotions et à pleurer. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui se répétait tous les jours. Et donc, je suis descendu, j'ai fait filmer ces séances, et puis je suis descendu voir ceux qui m'avaient formé en ostéopathie à Nice, et je leur ai dit, ben alors qu'est-ce que je fais devant des sursauts pareils et devant des gens qui ont des telles réactions? Et on m'a dit, oh là là, laisse tomber, ça c'est du psychologique, c'est pas pour nous, on est ostéo, faut pas s'en occuper, laisse tomber. Et la chance que j'ai eue, mais vraiment on s'aperçoit que les grandes recherches qui animent nos vies sont souvent le résultat de grands coups de chance. C'est que quand je suis remonté à mon cabinet, j'en ai parlé à un de mes associés en lui disant, bah, tu sais, je pense que faut laisser tomber. Lui, il m'a dit au contraire, et si au lieu de laisser tomber, on s'en occupait? Et si au lieu de laisser tomber, on s'intéressait à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les développer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de les contrôler, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de comprendre les mécanismes des lapsus corporels. Et pendant 2, 3 ans, on s'est mis tous les jours à essayer de travailler ça sur notre clientèle, mais aussi sur nous le soir, et à essayer de voir quels étaient les tenants et les aboutissants de ces lapsus corporels. Donc, voilà, au départ, c'est un coup de peau, et je dirais même que pendant les 2 premières années, nous ne savons même pas que nous sommes en train de fonder une psychanalyse. On est en train d'observer un étrange phénomène du corps humain qui semble véhiculer d'énormes émotions, mais on ne comprend rien, ni aux tenants, ni aux aboutissants. Vous avez parlé de 3 psychanalyses, dont la psychanalyse du passé. Quel est le but, le sens de retrouver son passé? Comme je le disais tout à l'heure, retrouver son passé n'a de sens que pour soulager son présent. Nous avons une personnalité qui s'installe définitivement durant l'enfance. S'il y a une chose auquel nous sommes fidèles, c'est notre personnalité. C'est-à-dire que même quand nous pesons 10 kilos, et même quand nous en pèserons 80, et même quand nous serons très vieux, et même quand nous serons d'autres hommes, nous serons toujours fidèles à la même personnalité. Nous aurons les mêmes maladresses, les mêmes imperfections toute notre vie. Il y a donc à comprendre que ces imperfections, ces disgrâces, on va dire, s'installent durant l'enfance. Et que quand aujourd'hui, des gens vont mal dans leur peau parce qu'ils continuent d'être maladroits dans leur propre existence, maladroits d'amour, maladroits familialement, maladroits professionnellement, et qu'ils en ont marre d'être maladroits, et ben aujourd'hui, les gens s'interrogent et disent, j'aimerais bien retrouver dans mon histoire quand est-ce que ça a commencé pour que je puisse travailler sur mon présent à partir de cette connaissance de mon histoire. Donc je dirais la première chose, la psychanalyse du passé sert à comprendre l'origine de nos imperfections pour essayer d'apaiser notre présent. Et comment le corps peut nous amener à retrouver ce passé? Valérie? Oui. Donc, tout à l'heure, dans la présentation de la psychanalyse corporelle, donc on a évoqué le terme de lapsus corporel. Eh bien, en psychanalyse corporelle du passé, on a déterminé 8 niveaux de lapsus corporel qui vont faire entrer le corps dans une sincérité d'expression de plus en plus précise jusqu'à nous faire retrouver donc l'histoire passée dans les moindres détails. Ces niveaux, alors pour vous expliquer clairement, donc il faut comprendre qu'il y a déjà 4 étapes importantes qui vont témoigner de ce décrochage cérébral, c'est-à-dire de ce réveil du corps instinctif sans intelligence. Et ce premier niveau de lapsus, on l'appelle le spasme sans sens. C'est comme une espèce de sursaut involontaire, mais conscient, qui témoigne cette sincérité du corps à vouloir exprimer l'histoire.
Alors, c'est une véritable conquête parce que c'est pas évident de pouvoir laisser le corps s'exprimer sans la tête. Ça demande de lui faire confiance. Et eh bien, en fonction des personnes, c'est plus ou moins long à conquérir. Ensuite, ce corps va entrer dans une série de spasmes qu'on appelle cascades de spasmes qui vont vraiment amplifier ce réveil de ce corps sauvage. Et puis, à un moment, la cascade de spasmes étant suffisamment forte, eh bien, la personne va tenir un spasme et là, on va avoir toute l'intensité et le contenu de la séance corporelle. C'est-à-dire que ce spasme tenu, au bout d'un moment, il va se diffuser en périphérie. On parle à ce moment-là de tension lapsusale, pardon, et c'est ça qui va réveiller les lapsus corporels. Le transfert de la tension lapsusale, c'est quelque chose qui est important parce que elle doit être maintenue tout le long de la séance. Dans ce transfert, il y a une part qui va être mécanique, et puis la deuxième partie de ce transfert va être intentionnelle. C'est-à-dire qu'il y aura un début de sens qui va arriver, et ce début de sens, souvent, eh ben, c'est un grand nom. Oui, Je crois qu'il faut résumer parce que ça va être beaucoup trop long si tu détailles tout ça. Je crois qu'il faut dire qu'il y a une partie où le travail du corps consiste à libérer le corps du contrôle du cerveau. C'est ce que vient de décrire Valérie, c'est-à-dire toute une partie où on stimule les lapsus, un peu comme quelqu'un qui aurait un hoquet parce qu'on vient de pointer du doigt qu'il est en train de mentir. Et quelqu'un qui est en train de mentir, si on lui dit tu mens, immédiatement il est en train de se justifier. Ben nous, on fait la même chose avec le corps, c'est-à-dire on pointe de la main le corps à l'endroit où le corps souffre et on lui dit hey, je t'ai vu, corps, je t'ai vu. Alors il a des sursauts, des lapsus, et il se met à peu se libérer du cerveau, ce que vient de décrire Valérie très très précisément, mais qui est oh oh, coucou, Colombie, coucou. Ce que vient de décrire Valérie très précisément, c'est simplement le processus qui fait que le cerveau lâche le contrôle du corps. Et c'est notre but. À un moment donné, il faut que le corps sauvage reprenne la main. Alors ensuite, nous allons rentrer à travers 7 niveaux de sincérité de lapsus qui vont passer de mouvements extrêmement grossiers jusqu'à des mimes extrêmement précis de tout ce qui nous est arrivé il y a 30 ans, il y a 40 ans ou il y a 50 ans. Nous passons comme si c'était un courage progressif que le psychanalyste offrait au corps, comme s'il disait allez, 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 dis-moi, 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 et comme si le corps peu à peu s'adaptait à un courage de sincérité progressif pour passer de mouvements extrêmement symboliques à des mouvements extrêmement précis où la personne remime le calvaire qu'elle a vécu à l'âge de 2 ans, à l'âge de 5 ans, à tous les âges de son passé. Donc voilà, et je pense qu'il faut résumer, sinon ils ne sont pas couchés, les pauvres. Hein. Ce que je rajouterais, Bernard, c'est qu'on retrouve la précision de chaque scène qui nous ont construit en personnalité, mais qu'on va jusqu'à une dimension de pardon, c'est-à-dire qu'il y a une réconciliation profonde avec qui nous sommes et avec aussi les partenaires de l'histoire, avec papa, maman ou les membres de la famille. Voilà, donc c'est vraiment un travail complet. Et alors, donc, on va jusqu'où? C'est-à-dire que on retrouve son histoire. Donc, j'entends parler de pardon. Ça veut dire que après, on a un accompagnement possible. Qu'est-ce qu'on fait avec ce capital, tout ce qu'on a retrouvé? On a compris notre histoire, on a compris avec cette psychanalyse du passé. Et après, quel est le but? J'entends parler d'apaisement et de pardon. Déjà, je crois qu'il faut saisir que dans les phases finales, dans les 2 phases finales, ce que nous appelons le niveau 6 et le niveau 7 de sincérité du corps, de lapsus corporel, c'est-à-dire ce moment où le corps va revivre intégralement la situation traumatique, l'abus sexuel, l'abandon, d'une manière ou d'une autre, cette espèce d'instant décisif où nous avons été fracassés.
Et nous avons tous 4 instants décisifs qui nous ont fracassés, qu'on a complètement oubliés. Les miens, je les avais complètement oubliés, et on a tous complètement oublié nos traumatismes. En niveau 6, il faut bien comprendre, nous retrouvons la totalité de ce qui nous est arrivé, mais du point de vue d'une situation de victime et de bourreau. C'est-à-dire, on est la victime et on a autour de nous un bourreau qui nous persécute pour le besoin de son histoire à lui. Et on est devant une situation de haine, de violence, de souffrance extrême, précisée par des mouvements extrêmement simples mais extrêmement précis qui font revenir au cerveau la totalité de la situation. Puis en niveau 7, on est encore dans le même mime, mais soudain, quelque chose s'est passé à l'intérieur de la personne, la caméra s'est retournée et la caméra, au lieu de filmer la victime, se met à filmer le bourreau. Comme si le metteur en scène de cette scène terrible avait jusque-là filmé la petite victime qui est persécutée, et comme si le metteur en scène voulait faire un effet de machin et nous se mettait à nous filmer l'acharnement du bourreau. Et alors, il se passe quelque chose d'énorme dans ce niveau 7, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se passe à 100% des cas depuis 40 ans. C'est pas, on n'a même pas eu un seul pourcent où ça n'est pas arrivé. Ce niveau 7, soudain, la victime aperçoit la misère du bourreau. Et soudain, la victime qui venait d'hurler précédemment, salaud, dégueulasse, pourri, j'en peux plus, casse-toi, machin, soudain, la victime, elle est devant, mais mon Dieu qu'il souffre, mon Dieu qu'il a mal, mon Dieu qu'il a mal, mais qu'il a mal, mais qu'il a mal. Et ce retournement de caméra produit plusieurs effets extrêmement importants, psychologiquement et psychanalytiquement. Ce retournement de caméra fait cesser la version bourreau-victime. C'est-à-dire, on se met à continuer de tout voir, mais on voit tout sans douleur. Tout ce qu'on avait vu précédemment avec douleur, bourreau-victime, on continue de le voir, mais avec sans douleur. C'est-à-dire, on n'a plus la douleur de la victime parce qu'on aperçoit la douleur du bourreau. Il y a une espèce de résilience, il y a une espèce d'apaisement selon le vocabulaire de chacun. Cet après-midi, j'étais avec l'Église catholique, il y a une miséricorde qui est offerte. Soudain, quelques instants, la miséricorde envers ses propres bourreaux est offerte. Et la personne se retrouve dans un état de grâce instable, bien sûr éphémère et bien sûr instable, parce que si c'était une usine à fabriquer des seins, la psychanalyse corporelle, on le saurait, quoi, je veux dire. Tout le monde se jetterait dessus. Donc c'est éphémère et instable, mais pendant un temps, la personne fait expérience d'une miséricorde possible au fond d'elle, d'un meilleur d'elle-même possible au fond d'elle, d'un état de grâce possible au fond d'elle. C'est-à-dire, c'est ce que nous appelons la douche d'amour. Et dans cet instant-là, il se passe une expérience, je dirais, mystique, spirituelle, appelez-le comme vous voudrez, qui fait que la personne revisite ce qui lui est arrivé, mais du point de vue d'une neutralité et d'une sagesse auquel la plupart du temps, à d'autres instants, elle n'est pas capable. Donc voilà, nous sommes dans quelque chose qui, bien sûr, va régresser. Ça va durer quelques minutes à quelques heures. Cette personne va se retrouver dans un état de grâce d'elle-même et transfigurée physiquement même. Ils ont des visages et des mains qu'ils tiennent autrement et ils ont des mots qu'ils disent autrement. Mais de toute façon, cet état ne peut pas demeurer. Ils vont retourner dans leur personnalité et sans un travail sur soi pour ensuite retrouver cet état-là dans une pratique quotidienne et ordinaire, cet état-là, ils l'ont simplement goûté pour expérimenter qu'il existe au fond d'eux. Il existe au fond de nous un état de grâce qui est capable d'accorder à nos bourreaux le droit au pardon, le droit à la miséricorde et un peu de compassion. Tant qu'on ne rentre pas dans le niveau 7 de la psychanalyse corporelle, on ne le sait pas. Tu veux dire quelque chose, Valérie? Allez, vas-y. Oui, je vais compléter, Bernard, ce que tu dis pour faire sentir à toutes ces personnes présentes ce soir que, en fait, dans notre présent, eh bien, on peut, donc, il y a deux solutions. Où on se sent exister par un petit bonheur qui nous habite. Eh bien, dans ce cas-là, on a à le déguster tranquillement. Ou bien alors, si on ne peut pas nommer ce bonheur qui nous habite, ben, c'est qu'il y a un mal-être qui nous habite. Eh ben, comprenez que ce mal-être, il est en fidélité avec notre histoire passée. C'est-à-dire, Bernard, tout à l'heure, parlait de 4 traumatismes qui nous avaient construits intérieurement. Bien savoir que la blessure de la petite enfance et de l'enfance et de l'adolescence, c'est ce qui va programmer notre personnalité selon 3 axes.
eh bien, à chaque mal-être qui nous définit dans un instant présent à l'âge adulte, eh bien, savoir qu'il y a une fidélité, une cohérence avec cette histoire passée, soit selon l'axe de la petite enfance, soit de l'enfance ou de l'adolescence. Et comprenez que si on a pu, en psychanalyse corporelle du passé, aller jusqu'à la miséricorde envers nos pires bourreaux, puisque c'est le pire qui nous est arrivé, l'histoire qui nous a construit, ça veut dire qu'il est possible d'atteindre ce niveau de pardon, de réconciliation dans notre vie présente avec les personnes qui sont autour de nous. Alors, vous présentez trois psychanalyses. On a entendu parler de la psychanalyse du futur. Alors, qu'est-ce que c'est? En quoi elle est complémentaire? Et qu'est-ce que là, elle nous fait retrouver, en fait? Vous trouvez? La psychanalyse du futur, on a commencé à découvrir son existence il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans que nous avons découvert ce qu'on appelle le 8e niveau. C'est-à-dire, au-delà de ce 7e niveau, où soudain la personne voit toute son histoire, mais sans aucune accusation, il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de bourreaux, il y a des souffrances partagées. Ces deux souffrances qui se sont rencontrées. Un papa qui a besoin, de par son histoire, de maltraiter cette petite fille, et une petite fille qui a besoin, pour être aimée de son papa, d'accepter cette maltraitance. Ça, c'est le niveau 7, où les gens rentrent dans une grâce temporaire. Et c'est comme si, dans certaines séances, il y a 2, 3 ans, 4 ans, on avait continué d'agir, nous, en tant que psychanalystes, sans s'apercevoir que le miroir avait été franchi. Et on s'est retrouvé dans un 8e niveau, c'est-à-dire comme si le corps disait, maintenant que j'ai plus de règlement de compte, maintenant que je suis dans un état de grâce où j'ai plus de règlement de compte avec mes bourreaux, je suis plein de ma grâce, mais je ne sais pas quoi en faire. C'est comme si le corps savait pas quoi faire de sa beauté. Le corps est pris en flagrant délit de beauté. Avouez quand même que c'est pas fréquent qu'une technique nous conduise à une espèce de flagrant délit de beauté. Et puis, en fait, si le psychanalyste persiste, et ça, on l'a fait malgré nous, sans s'en rendre compte au départ, soudain, on s'est mis à pousser les corps un peu plus loin et les séances ont changé de nature. Les séances, au lieu d'être fermées, double, triple fermeture, flexion, rotation interne, abduction, soudain, on voit les corps faire l'inverse, faire une triple ouverture, c'est-à-dire la main s'ouvre, les membres s'ouvrent, les membres s'étirent, ce qu'on n'a jamais dans la formule négative de la séance qui recherche la souffrance. Soudain, dans cette espèce de niveau 8 dans lequel on a mis les pieds il y a 3-4 ans, soudain, on voit que, ah ben ça c'est dingue ça, c'est pas du tout les séances qu'on avait depuis 40 ans sous les yeux. On a bien été obligé de s'interroger sur, mais qu'est-ce que c'est que ce mécanisme? Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles séances qui se font quand on pousse le niveau 7 et qu'on continue la séance? C'est-à-dire, eh ben voilà, tu as vu que ton bourreau il est innocent et on continue la séance au lieu de l'arrêter. Et à cet instant-là, on s'est aperçu qu'il y avait un 8e niveau, qui est un 8e niveau, où comme si le corps en grâce cherchait quoi faire de sa grâce, cherchait la nature de sa grâce. Ça fait déjà 7 niveaux que le corps cherche la nature de sa disgrâce. Ça fait 7 niveaux de sincérité du corps dans les lapsus, où le corps essaye de faire revenir des images de regarde ce qui t'est arrivé, regarde la maladresse qui t'habite, regarde les imperfections, etc. Et soudain, le corps il est dans une autre disposition. C'est comme s'il disait à l'esprit, regarde la grâce qui t'habite. Es-tu prêt à accepter la grâce qui t'habite? Es-tu prêt à supporter que tu es plein de grâce? Es-tu prêt à accepter, et alors croyez-moi, comme depuis 4 ans on s'est mis là-dedans, c'est pas plus facile d'accepter sa beauté que d'accepter sa laideur. Hein. Quand je vois la difficulté qu'ont les gens à accepter qu'ils sont beaux, on découvre que c'est aussi compliqué que d'accepter qu'ils sont laids. Donc voilà, le début de la psychanalyse du futur, c'est un accident de travail qui, en allant au-delà du 7, nous avons mis un pied dans le 8. Alors après, nous avons depuis 3-4 ans inventé des circonstances qui permettent aux gens de revenir plus tard et de recréer des niveaux 8 sans avoir à avoir fait toute la semaine de souffrance, etc. Nous avons analysé comment on pouvait réveiller le corps côté des lapsus de niveau 8 et nous avons fondé une psychanalyse du futur qui donc emmène les gens vers quelque chose d'autre que la redécouverte de leur passé. C'est es-tu capable d'accepter qu'il existe en toi une grâce? Ce que nous n'avions pas prévu, mais alors pas du tout, hein, c'est qu'en fait,
c'est comme si l'esprit allait chercher dans l'histoire de l'humanité une sainteté, une sagesse, une beauté qui nous ressemble comme un sosie, comme on aurait un sosie. Comme si la vie disait, si je te dis à quel point t'es beau, t'y croiras jamais. Si je te fais rencontrer ton sosie de beauté, ton sosie de grâce, alors tu vas tellement rentrer en harmonie avec ce sosie de grâce que soudain tu vas sentir ta propre grâce à travers sa grâce. Et c'est donc ce qu'on a découvert, ce qu'il va falloir qu'on développe dans les années à venir, c'est-à-dire qu'on est devant une expérience mystique. Cet après-midi, les prêtres avec qui j'étais, puisque je présentais la psychanalyse à des prêtres, cet après-midi, les prêtres disaient, c'est une expérience mystique, c'est-à-dire une expérience où on essaye d'aller chercher la grâce d'un saint, la grâce d'une âme, la grâce d'un être, pour que cette grâce nous arrose. On a ça, en fait. Ce qui est très troublant et très touchant, c'est que nous avons des gens qui sont sur la moquette, qui n'ont même pas été baptisés, qui n'ont jamais lu les évangiles, qui savent même pas ce que c'est que la semaine sainte et que la crucifixion, et qui retrouvent en séance de psychanalyse parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est leur sosie de grâce. Par exemple, je vous donne un exemple auquel j'ai assisté, ils retrouvent celui qui va aider le Christ à porter sa croix. Et alors, parce qu'il retrouve, c'est celui qui va porter sa croix, il s'incarne dans ce personnage et ils reçoivent une relation avec le Christ comme celui qui a porté la croix. Le sosie, c'est celui qui portait la croix. Quand tu interroges cette personne, elle n'est pas baptisée, elle ne connaît pas les étapes du chemin de croix, elle ne sait même pas que le chemin de croix existe, et en fait, le personnage qu'elle décrit, il est décrit tel quel dans les évangiles qu'elle n'a jamais lus. Donc, c'est très étrange. Nous sommes au début de l'exploration de cette technique. C'est comme si nous n'avions pas la force de croire directement à notre beauté et que le subconscient nous transposait en face d'une ressemblance jumelle, en face d'une grâce jumelle pour nous faire accepter notre grâce. Alors après, j'imagine que, mais je ne sais pas, parce qu'on n'est encore qu'au début, j'imagine que cette psychanalyse va dire, et avec cette grâce, tu pourrais aider les aveugles, aider les femmes battues, aider les rivières polluées, J'imagine qu'ensuite, la psychanalyse va dire, et avec cette grâce, tu pourrais. Puisque dans la première psychanalyse du passé, ils nous disent, et avec cette disgrâce, il va bien falloir que tu vives. Et bien, c'est comme si la psychanalyse du futur nous disait, et avec cette grâce, il va falloir que tu serves la vie, que tu accomplisses une tâche, un service, une mission sur Terre. Tu voudrais pas rajouter quelque chose, Valérie? Écoute Bernard, ce que j'appuierais, c'est sur le fait, pour avoir vécu l'expérience quelquefois, c'est vraiment, oui, Valérie, comment? je veux dire, Valérie a été cobaye de psychanalyse du futur, donc elle est bien placée pour pouvoir en parler. Et vraiment témoigner aussi que c'est tout aussi difficile d'accepter cette grâce qui est potentiellement possible pour soi. Voilà, mais je dirais que les séances de psychanalyse du futur peut-être permettent d'y croire, puisqu'on le vit dans le corps. Donc il y a quelque chose qui d'un coup serait l'ordre du possible, de l'accessible, comme un là qui est donné pour possible, potentiellement possible pour notre vie. Voilà, je rajouterai simplement ça, Bernard. Donc, si je résume, on retrouve son passé pour mieux vivre avec qui on est. On retrouve une grâce pour peut-être l'incarner dans ce que vous avez appelé un service et une tâche. Alors, dans la place de la psychanalyse du présent. La place de la psychanalyse du présent, c'est qu'elle est. La place de la psychanalyse du présent, c'est que c'est elle qui doit nous permettre d'apprendre à travailler avec notre passé pour apaiser notre présent. Et c'est seulement sur un présent apaisé qu'on va pouvoir accomplir une mission, une tâche et aller vers ce que nous avons à faire pour nous accomplir. Donc la psychanalyse du présent, c'est une autre psychanalyse, c'est-à-dire c'est celle qui dit, es-tu bien conscient dans ta vie présente du problème majeur qui t'habite? Es-tu bien conscient, si tu t'arrêtes là maintenant, de quel est le problème majeur qui résume toute ta vie?
Et là aussi, toutes les séances de psychanalyse nous montrent que les gens viennent avec une idée première de quel est le problème qui les habite, et qu'en fait, en psychanalyse du présent, le corps dit « Mais non, c'est pas ça du tout. Tu souffres pas de ton problème de couple, tu souffres d'un problème de travail qui te rend impuissant et qui te fait un mec en plein échec, etc. » Donc on voit bien que la psychanalyse du présent parle le fait que le corps est instinctivement alerté, dit à la personne porte ton attention sur ce secteur-là et essaye de retrouver la paix dans ce secteur-là. Donc la psychanalyse du présent, elle est une troisième forme de psychanalyse qui essaye de s'appuyer sur la connaissance du passé pour résoudre les grandes souffrances du présent qui nous font de nouveau boiter comme dans notre passé. Valérie, c'est à toi. Et pour compléter, je dirais que cette psychanalyse du présent, elle se démarque par le fait qu'il n'y a pas de cure en psychanalyse du présent. On peut y retourner quand on sent qu'il y a une problématique de notre vie présente qu'on n'arrive pas à identifier et qu'on n'arrive pas à dépasser. Alors que la psychanalyse corporelle du passé, elle, c'est une cure qui a un début et qui a une fin, qui se termine quand on a retrouvé nos 4 traumatismes. Voilà. Et je pense que pour le futur, ça sera la même chose. Nous n'avons pas assez de recul, mais j'espère que dans 10 ans, des psychanalystes du futur diront, et la psychanalyse du futur consiste à retrouver ces 4 grâces qui consistent à définir pour quelle mission, quelle tâche, quelle légende on est venu sur Terre pour accomplir notre vie. Et donc la perception de sa tâche sera, à mon avis, la fin de la psychanalyse du futur. Et très concrètement, comment se passe j'entends parler de cure, comment ça se passe? Il y a des étapes, la durée, etc. Comment ça se passe concrètement? Valérie? Eh bien, oui. La durée, ben, en fait, c'est variable. C'est-à-dire que je dirais que chacun a son propre rythme. La moyenne, c'est environ 3 ans. C'était mon cas, mais ça peut être moins long et ça peut être plus long. Je crois qu'on mesure la durée d'une cure en fonction de la capacité à accepter ce qu'on découvre et puis aussi au niveau d'engagement. Alors, la cure se passe sous forme de session. Les formats, c'est variable, c'est de 3 à 5 jours. Et puis, donc, je vous donnerai bien cette précision, de dire que ce sont en fait des séances individuelles, mais mises en groupe. C'est-à-dire que ce sont plusieurs personnes qui vont vivre la même session. Et pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que le fait d'être en groupe, il y a une contagion de sincérité des séances corporelles, mais aussi des temps de verbalisation. C'est parce que un va oser dire ce qu'il a découvert en séance que ça va faciliter le suivant à pouvoir aussi exprimer ce qu'il a retrouvé en séance, avec bien évidemment une règle de confidentialité stricte. Donc les sessions se passent de la façon suivante. Il y a une réunion du matin qui est une prise de température, une aide pour les personnes qui ont des difficultés. Et puis, il y a 2 séances par jour qui ont 3 temps. Donc, un temps d'expression corporelle, un temps d'expression écrite qui va être un temps de conscientisation de ce que la personne a vécu en séance et un temps de verbalisation. Et ça va se répéter sur les 4 jours. Ce qui peut aussi se produire durant ces jours de session, c'est qu'il y a un temps de convivialité le soir, qui est là un temps de partage pour vraiment, je dirais, assouplir les relations, les transferts qu'il aurait pu y avoir entre le psychanalysé et le psychanalyste. Le dernier jour, c'est un temps de bilan où chaque personne va mettre par écrit la synthèse de ce qu'il aura retrouvé pendant les séances, et puis un temps d'entretien individuel où on va vraiment demander à la personne ce qu'elle retient de cette semaine-là, et on va aussi lui proposer un contrat, ce qu'on appelle aussi un jeu de vie, qui va lui permettre déjà de profiter de la connaissance qu'elle a d'elle-même dans sa vie présente. Parce que ce qui est important dans ce travail, c'est pas connaître son passé uniquement pour connaître son passé. Vous avez bien compris que ça n'a de sens que si c'est pour eh bien profiter de qui on est dans sa vie présente, pouvoir apaiser ses relations, améliorer sa vie. Voilà.
Voilà ce que j'en dirais. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit l'essentiel. Ah oui, si, j'ai oublié de vous dire qu'il y a un accompagnement intercession, des entretiens téléphoniques qui sont là aussi comme fil conducteur durant la cure, eh bien, justement, pour suivre les personnes dans leur jeu de vie, voir les difficultés qu'elles rencontrent. Encore une fois, il ne s'agit pas de réussir ou pas réussir les jeux de vie, c'est à chaque fois l'occasion, l'opportunité de faire un miroir et de voir ce qu'elles ont observé sur elles et de faire le lien avec ce qu'elles ont découvert sur leur scène passée. Voilà. Et puis, ça permet aussi un accompagnement pas à pas sur le concret de ce qu'elles ont trouvé, peut-être les aider dans ce travail d'acceptation de la découverte de leur passé. Voilà. En général, le rythme, il est à environ de 4 sessions sur les formats 5 jours, 4 sessions par an. Voilà, pour avoir un bon rythme durant la cure. Voilà. Je dirais que par rapport à une psychanalyse classique freudienne ou jungienne où il faut une bonne dizaine d'années, nous, pour 4 sessions par an, il va falloir 5-6 ans, et les psychanalystes qui se forment en font 6 par an, et il leur faut 3 ans. Donc voilà, on est dans quelque chose qui se fait d'une manière beaucoup plus rapide que dans les psychanalyses freudiennes et jungiennes. J'ai entendu tout à l'heure, vous disiez que, en fait, il nous est donné juste le goût d'un apaisement, d'une miséricorde, ou le goût d'une grâce, mais qu'après, on a un travail à faire sur soi pour le mettre dans notre vie. Il nous a donné le sel, quoi, si je sens ce que vous avez dit. Je suis étonné qu'on puisse s'imaginer qu'il pourrait exister une technique qui va nous offrir un résultat durable sans qu'on ait à faire un travail sur soi. Parce que ça voudrait dire que notre faculté de devenir meilleur pourrait être offerte gratuitement par une technique, une aiguille d'acupuncture, une granule, un zigouigoui qu'on se met sous le coude, sous le pied, enfin bref, une espèce de truc et de combine qui éviterait le travail sur soi. Je pense que pour que nous accouchions nous-mêmes du travail sur nous-mêmes, il faudra toujours un travail sur soi quotidien et régulier. Il n'est pas possible de devenir un grand musicien de piano sans faire du piano tous les jours. Même si on prend une leçon par semaine, c'est quand même en faisant du piano tous les jours qu'on devient un grand pianiste. Je crois que pour devenir un expert de soi-même, des techniques peuvent nous aider et nous prêter des expériences qui nous donnent l'élan, mais que globalement, c'est le meilleur de soi-même quotidien qu'il faut accomplir. Et donc, la psychanalyse corporelle ne fait pas des miracles, elle offre des circonstances de connaissance qui prêtent aux gens la possibilité de rencontrer le meilleur d'eux-mêmes dans le présent. Donc, qui nécessite une vie spirituelle engagée. Et donc, concrètement, puisque j'ai entendu, il y a 2 axes dans ce que vous avez fondé. Il y a la psychanalyse corporelle et Artas. Ça veut dire que c'est 2 choses complémentaires par rapport à ce que vous exposez là. Il y a un accompagnement qui est proposé, en fait. Voilà, mais ceci dit, cet accompagnement peut être fait dans les cabinets libéraux. Nous avons formé plein de psychanalystes qui, dans les cabinets libéraux, offrent aux gens la possibilité, à la fin de leur cure, d'aller trouver la voie spirituelle ou la foi religieuse qui leur convient pour réaliser quelque chose qui sera complémentaire. C'est cette grâce que j'ai découvert en moi, comment faire pour l'établir dans ma vie courante. L'important, c'est pas de soudain avoir obtenu le pardon sur des grands événements de notre vie. L'important, c'est d'être apaisé pendant la vaisselle, c'est d'être apaisé pour le remplissage de la prochaine feuille d'impôt. L'important, c'est la paix quotidienne, c'est pas la paix exceptionnelle. L'important, c'est la paix quotidienne. Il s'agit donc d'avoir un travail assidu sur sa vie personnelle, mais pas forcément Artas. Artas, c'est la recette que nous avons utilisée, c'est-à-dire c'est la voie spirituelle que nous empruntons pour essayer de
passer ce bonheur exceptionnel ou cette opportunité de grandeur exceptionnelle dans le quotidien de notre présent. Mais c'est notre réponse, il y en a des quantités d'autres. Dans les cabinets libéraux, les gens doivent être envoyés dans leur foi, dans leur mouvement spirituel. Il ne s'agit pas que nous ne sommes pas la seule solution après la psychanalyse. Arthas est le chemin que nous empruntons pour être meilleurs au quotidien. Mais ce n'est pas le seul. Bien évidemment, au moment où en 1980, je fonde la psychanalyse, je ne mets pas beaucoup de temps pour comprendre que le bonheur exceptionnel n'a aucun sens, que c'est le bonheur ordinaire et quotidien qui a le plus de sens. Donc il allait forcément de pair que je fonde la psychanalyse corporelle et une association de travail quotidien sur soi et permanent sur soi, parce que c'est le complément inéluctable de la découverte de qui on est. Mais ce n'est pas la seule solution. Je crois que pour compléter, Bernard, depuis mon expérience de psychanalyse corporelle en milieu libéral, c'est ce qui se produit, c'est-à-dire qu'à un moment, les êtres accèdent à une connaissance d'eux, goûtent à cela de la miséricorde sur les scènes qu'ils ont retrouvées, mais ils sont dans ce questionnement, mais maintenant je fais quoi de ça? Comment je peux retrouver dans ma vie quotidienne? Et effectivement, c'est vraiment là que qu'il y a toute une sorte de choses qui existent pour profiter de la connaissance qu'ils ont. Hein, ce que tu viens de dire, en fait. Ben, je propose qu'on ouvre un petit temps de questions-réponses comme prévu. Donc, ben, concrètement, vous pouvez prendre la parole directement en ouvrant votre micro et votre caméra et puis poser la question que vous souhaitez. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on ira se coucher plus tôt. Hein. J'ai une question. Allez-y. Ouais. J'ai une question. Voilà, j'ai commencé une psychanalyse corporelle et donc je me suis attaché à un psychanalyste. Et finalement, est-ce que c'est bien de s'attacher à un psychanalyste? Est-ce que tous les psychanalystes corporels qui ont fait la même formation, finalement, est-ce que c'est important est-ce qu'il faut s'attacher à un psychanalyste ou pas? Enfin, j'ai du mal à formuler ma question. Je comprends. Ouais, il y a eu un départ qui m'a vraiment beaucoup. Jusque-là, c'était un phénomène important de la psychanalyse, ce qu'on appelle le transfert et le contre-transfert. C'est-à-dire la manière dont le psychanalysé fait un transfert sur le psychanalyste et la manière dont le psychanalyste fait un contre-transfert sur le psychanalysé. C'était un des ingrédients de la psychanalyse freudienne et jungienne et toutes les autres. Ça n'écarte pas le fait que dans la psychanalyse corporelle, cela puisse arriver, qu'il y ait des psychanalystes avec lesquels on entretienne une relation tellement forte que les séances vont être facilitées et donc ça va être juste. Chez nous, c'est un peu différent dans la mesure où c'est corporel et où la manière dont la personne va interpeller le corps, que ce soit mon doigt ou que ce soit le doigt de quelqu'un d'autre qui appuie sur ce corps pour réveiller des lapsus, c'est assez peu important que ce qui est au bout du doigt s'appelle Bernard Monteau ou Valérie Robert. Donc on voit bien que dans la psychanalyse corporelle, il y a une possibilité, en cas de besoin de liberté, d'avoir plusieurs psychanalystes corporels qui conduisent notre psychanalyse sans que pour autant on n'ait quand même pas besoin d'un chouchou, je dirais, avec lequel les choses vont se passer mieux. Donc je pense que ça n'exclut pas, mais dans la psychanalyse corporelle, c'est bien de le souligner, c'est moins important que dans les autres psychanalyses. Beaucoup de nos patients vont d'un psychanalyste à l'autre, mais peut-être pas dans le libéral. Moi, je parle il y a des noyaux de psychanalystes où les patients, parce que ça les arrange au point de vue date, au point de vue emploi du temps, où les patients jonglent sur les psychanalystes. Après, je pense que dans les cabinets libéraux, il y a un jeu de relations particulières qui fait que c'est assez normal qu'il y ait une fidélisation des séances.
D'accord, merci. Alors, une question qui a été posée sur le chat. Pourquoi on ne retrouve pas cette notion que vous avez exprimée tout à l'heure là de ni bourreau ni victime dans la psychanalyse verbale? Faut le demander à la psychanalyse verbale, ça, moi, j'en sais rien, moi. Nous-mêmes, nous avons été surpris puisque le niveau 7 est apparu dans les années 90. Donc pendant 10 ans, nous étions très satisfaits que les gens aboutissent au résultat précédent, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'identifier leur bourreau, d'identifier ce qui leur était arrivé, etc., etc. Donc nous-mêmes, nous étions dans les années 90 tout à fait satisfaits qu'il existe le niveau 6. Et c'est quand on découvre le niveau 7 qu'on se dit, ah, merde, il existe un niveau où les gens perçoivent la situation sans nécessité d'être victimes et sans. Mais ça, voilà, c'est. Je pense qu'il va falloir que les autres techniques ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et une autre question, y a-t-il des étapes préparatoires avant de s'engager dans une psychanalyse corporelle? Alors, il y en a une, c'est l'obligation de rencontrer le psychanalyste dans un entretien individuel, pour la bonne raison que le psychanalyste va devoir évaluer si cette personne va pouvoir supporter les images qu'elle va recevoir dans son crâne. Il ne faut pas des personnes fragiles. Donc, nous n'avons jamais eu d'accident jusque-là. Heureusement, quand les séances deviennent trop compliquées, les gens bloquent la séance. C'est-à-dire, soudain, ils n'ont plus de spasmes, ils n'ont plus de lapsus, et la séance bloque tout simplement parce que les images qu'ils sont en train de découvrir sont inacceptables, et le cerveau les refuse. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à avoir une séance. Pour éviter quelques accidents, pour éviter d'avoir à accompagner des gens trop fragiles, nous avons mis en place un entretien préalable avec le psychanalyste qui fait que le psychanalyste juge si la personne peut commencer les premières séances. Et vous avez parlé, alors une autre question sur le chat, hein, vous avez parlé d'un accompagnement entre les séances de psychanalyse corporelle et est-ce que vous pourriez préciser en quoi ça consiste? Valérie va le faire avec une grande douceur. Oui. Donc oui, je parlais des entretiens téléphoniques, donc qui étaient là dans le but d'accompagner, de faire une sorte de fil conducteur entre les sessions. Eh bien, tout simplement pour maintenir le contact déjà, c'est important. Même pour le psychanalyste, hein, ne serait-ce que sentir comment va la personne depuis la dernière session. Et puis, je parlais donc de ce fameux contrat, de ce jeu de vie, pour peut-être mieux faire sentir ce que c'est. Ce sont des jeux de vie, des fois, qui vont aider la personne à développer son voir, le voir intérieur. C'est-à-dire, on s'est aperçu en libéral que les personnes avaient des fois une capacité à engager leur corps en séance, mais qu'ils avaient une difficulté à conscientiser ce que le corps faisait. Eh bien, on va leur donner on va leur proposer des exercices pour développer ce voir, d'essayer de se ressentir intérieurement, d'essayer de nommer leur mal-être intérieur, d'y mettre des mots. Et moi, c'est pas si évident que ça. Et on s'aperçoit que ces contrats sont vraiment importants dans la cure parce que ils viennent nourrir la prochaine session. Ils sont vraiment, pour ceux qui les suivent, je trouve qu'ils ont un grand intérêt. Et puis l'autre axe, eh ben, c'est vraiment oui, d'accompagner chaque personne que l'on a dans cette digestion de ce qu'ils ont retrouvé. Mais là, je souligne ce que Bernard a précisé à l'instant, c'est que le corps est un magnifique garde-fou. C'est-à-dire que la personne n'ira jamais voir ce qu'elle n'est pas en mesure de supporter. Et ça, c'est vraiment, je dirais, un atout majeur de cette technique, c'est qu'on est protégé. Voilà. Mais vous pouvez poser vos questions directement, hein, parce qu'il y a plusieurs questions sur le chat, mais vous pouvez les poser directement en ouvrant votre micro. Autre question, comment vous identifiez les différents blocages du corps?
On apprend à faire ça dans la formation. C'est comme si vous demandiez à un garagiste, comment vous faites pour réparer ma voiture? Ben, on amène la voiture, il la répare et il nous la rend réparée. Ben, nous, on apprend durant la formation à saisir sur le corps les points de souffrance qui contiennent les nœuds de nos histoires. Mais c'est assez évident, vous savez, c'est pas un grand mystère et c'est pas un grand pouvoir. C'est-à-dire, si vous regardez un corps, vous allez voir qu'il a une épaule plus haute, un bassin comme ceci, un genou plus rentré, un ceci. On voit bien que le corps, il n'est pas symétrique quand il est couché. À partir du moment où vous êtes dissymétrique et qu'il y a quelque chose qui est rentré un peu à l'intérieur, qui est un peu tordu, un peu machin, et si vous prenez et vous mettez la main sur cet endroit du corps, qui est donc un endroit qui souffre et qui contient une tension, le corps, comme le menteur pris en flagrant délit de mensonge, va avoir un hoquet, une espèce de spasme qui essaye de dire bah oui, il m'est arrivé quelque chose, c'est pour ça que je suis bloqué. Donc voilà comment nous interpellons le corps là où il a mal pour qu'il nous dise pourquoi il a mal. Mais c'est quelque chose d'assez simple. J'ai une question, est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que c'est possible de faire la psychanalyse du futur sans faire celle du passé? Non. Désolé. Eh bien non, parce que de toute façon, pour atteindre cet état de ni bourreau ni victime, il faut avoir innocenté nos propres bourreaux et s'être retrouvé dans une situation de paix par rapport à notre propre histoire. Donc la psychanalyse du futur, elle est généralement ouverte qu'à ceux qui ont fini leur psychanalyse du passé. C'est une très bonne question, la question que vous posez. Pour commencer une psychanalyse du futur, il faut avoir fini la psychanalyse du passé. Ok, merci. Je suis en train de commencer ton livre, là, Bernard. C'est Olivier. Oui. Et tu parles des images inspirées, de l'homme inspiré. Et par rapport à la réponse que tu viens de faire, là, alors je ne sais pas si un jour on peut complètement dissiper, je ne pense pas d'ailleurs, parce que c'est, comme tu l'as dit précédemment, c'est des expériences ponctuelles, et à force de les vivre et de faire un travail quotidien, genre assise immobile ou autre, on peut réussir à créer une espèce de zone d'interaction entre une période laboratoire et une période, le quotidien, quand on fait sa vaisselle, etc., comme tu l'as dit. Mais il n'empêche que ces images inspirées, cette zone de création et donc ce rapport au mysticisme, on peut l'avoir tout le temps, quoi. Je veux dire, donc je suis d'accord sur le principe, c'est-à-dire il faut avoir été regardé un petit peu du côté du passé et s'être intéressé à son corps. Alors moi, je suis pas psychanalyste corporelle, hein, je suis hypnothérapeute et je me suis intéressé à l'hypnose essentiellement, comme je ne savais pas quel objectif avoir, je me suis essentiellement intéressé à l'aspect kinesthésique de l'hypnose, c'est-à-dire comment explorer mon corps par l'hypnose. Et effectivement, je me retrouve dans des moments où je prends des postures qui ressembleraient à des asanas, mais qui sont mes asanas à moi, c'est-à-dire qui ne sont pas celles enseignées par les profs de yoga, et qui sont des postures exactement celles qu'il faut pour qu'à ce moment-là, je me mette à respirer et puis comment dire, à sentir un bien-être en fait, avec parce que j'ai été touché un positionnement intuitivement, mais tout seul en fait. C'est ça que je veux dire en fait. Alors, je sais pas, j'ai pas posé de questions. Non, vous avez donné. C'est un témoignage en fait. Oui, voilà, vous avez donné votre point de vue. Il est évident que les images inspirées sont l'avenir de l'homme. Nous allons nous retrouver dans une situation embarrassante. Les ordinateurs vont nous piquer la mémoire et vont nous piquer l'intelligence parce qu'ils le feront mieux que nous. Et on sait bien que l'homme laisse tomber tout ce que les machines font mieux que lui. Et donc, il est évident que nous avons développé des appareils autour de nous qui vont être bientôt bien plus performants d'un point de vue intelligence, bien plus performants d'un point de vue mémoire, et qu'on va se retrouver, des hommes et des femmes, avec le cerveau vide, ou alors dans une telle dépendance avec les écrans que nous serons des esclaves de nos écrans.
On voit bien que la parade à cette dépendance aux écrans, c'est de peu à peu avoir des expériences inspirées. La psychanalyse corporelle est une forme d'expérience inspirée. La psychanalyse, l'hypnothérapie en est une autre et il y en a plein d'autres. J'étais il y a 2 jours avec des psychologues qui étudient les états psychiques du nouveau-né avant la naissance. Il faut se rendre compte qu'il existe dans le 2e trimestre de la grossesse. Dans le 1er trimestre, on ne sait pas ce qui se passe dans l'esprit du fœtus. Dans le 2e trimestre de la grossesse, dans le 2e trimestre seulement, dans le 3e, c'est une autre activité qui commence à se réduire. Dans le 2e seulement, l'être humain vit à 100% des images inspirées, c'est-à-dire il témoigne d'une activité oculaire aussi grande que l'adulte quand il rêve la nuit des rêves très très intenses. Les fœtus, pendant le 2e trimestre de la grossesse, ont une activité oculaire qui témoigne d'une intense activité psychique. Donc, l'homme a goûté à la vie inspirée. Et ensuite, on voit que cette vie inspirée, les psychologues l'ont étudiée, ces études neurologiques ont été faites, on voit que dans le dernier trimestre, le 3e trimestre de la grossesse, ce 100% se réduit pour arriver à 30 ou 40% lors de l'accouchement. Et ensuite, on voit que ça va, durant la vie humaine, ça va diminuer, sauf pour les grands mystiques qui reprennent une vie inspirée extrêmement importante, quelle que soit la forme de mysticisme. Il faut une vie inspirée. Et on dirait que l'histoire nous met devant un étrange rendez-vous. C'est-à-dire, nous avons inventé des appareils qui vont nous obliger à être inspirés, à être habités, autrement nous serons hébétés. Nous avons le choix entre homme habité ou homme hébété. Et ça va être un choix de civilisation, un choix d'espèce humaine. Mais maintenant, bien sûr, je suis d'accord avec vous, l'hypnothérapie peut y parvenir, plein d'autres méthodes, la prière, voilà. Il va falloir que l'homme se réveille à sa faculté de vivre avec des images psychiques fortes. Okay. Et ce que je remarque aussi, c'est que vous ne parlez pas d'un point de vue théorique des vies antérieures, de la réincarnation, de choses comme ça, alors que d'un certain côté, les images inspirées peuvent être relatives à des passés qui sont bien au-delà de ce qu'on a pu vivre dans ce corps aussi. Donc, j'imagine que le lien, il se situe à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose ? Il y aura des liens qui se feront dans l'avenir. Je pense que la perception de ce qu'il y a avant notre naissance et de ce qu'il y aura après notre mort, c'est un champ de conscience, c'est-à-dire c'est simplement un champ de la conscience qui résume la vie humaine entre la naissance et la mort. L'animal n'a même pas ce champ de conscience, puisque l'animal n'a pas la conscience de sa propre mort. C'est l'homme qui a l'impression dans sa conscience humaine qu'il existe entre la naissance et la mort. On peut imaginer qu'il existe des plans de conscience supérieurs, les catholiques et les chrétiens le savent, puisqu'ils leur aient promis la vie éternelle, c'est-à-dire un champ de conscience qui leur permettrait d'avoir conscience des vies d'avant et des vies d'après, et que celle-là n'est qu'un passage. Nous sommes que des voyageurs, nous avons des vies qui nous habitent, qui seulement durant cette vie portent notre nom. Mais c'est un autre problème. Okay, merci. S'il vous plaît, j'ai une question aussi. Oui, allez-y. Oui, j'ai pu faire une session de psychanalyse corporelle récemment. Et en fait, j'ai été frappé par la précision du lâcher-prise corporel que ça nécessitait. Et aussi un état, on va dire, sans commentaire dans l'esprit. Et je me suis demandé les jours qui ont suivi où j'étais dans une espèce d'état un peu second, on va dire. Et j'avais de temps en temps, on va dire, des restes un peu de ce lâcher-prise corporel en me tenant debout, par exemple, dehors. Et je sentais comme des sortes d'inspiration, justement, en tout cas des pensées qui étaient autres que habituelles. C'est-à-dire, c'était pas des phrases qui passaient dans ma tête, c'était plus des impressions. Et je me suis demandé s'il était possible de cultiver ça et c'est pas souhaitable. Comment ?
ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable de laisser ces choses-là s'installer. Vous allez rentrer dans quelque chose qui risque d'aller vers de l'hystérie pour justement vous faire échouer dans votre cure. C'est-à-dire qu'il va essayer de vous faire voir des images non contrôlées pour essayer d'invalider les images contrôlées. Donc ce n'est pas souhaitable. Quand les psychanalystes accompagnent les gens qui ont ce genre de manifestation entre les séances, nous interrompons les cures. Donc prenez un verre d'eau, apprenez à reprendre le contrôle de ces états-là et apprenez à lâcher seulement pendant les séances. D'accord. Parce que sinon, ces choses, elles existent. Et vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va inventer des images en permanence, ne serait-ce que pour invalider les images que vous aurez pendant les vraies séances. Donc, c'est un processus qu'il faut contrôler et pas laisser faire. D'accord. Ok. Prenez un verre d'eau quand ça vous arrive. Bah ça a passé, mais c'est vrai que les quelques jours qui ont suivi, ouais, il y avait ça un peu, quoi. Essayez de le remettre à sa place comme un événement. Ah, je te vois, je sais que tu es tentation de, allez, prenez un verre d'eau et passez à autre chose. Et par contre, et là, vous allez retrouver toute votre force pour les séances. Tandis que tout ce que vous allez faire entre les séances va vous affaiblir pour les séances. D'accord. Merci pour cette précision, ouais. Patrick, tu vas bien me dire quelque chose? Bonjour à toi et bonjour à Cécilia et toute ma tendresse pour mes Colombiens. Bonjour. Bonjour. Bon, on va bien. On sort à peine du confinement. On en a eu pour 6 mois et demi presque. Donc voilà, on va bien. On continue à se protéger quand même parce qu'il circule toujours ici aussi. Voilà, ma princesse est là, elle travaille à la maison. Bonjour. Et voilà, on a une vie bien remplie, une vie de service. Voilà. Non, mais je vous souhaite. Ouais. Quel bonheur de vous revoir tous les deux. À nous aussi. Quel bonheur. Ouais. Je prends peut-être encore quelques questions. Alors une question de Pauline, mais je vais essayer de synthétiser. Ne pensez-vous pas que l'analyse des traumatismes passés et leur interprétation puisse brider une certaine spontanéité? J'essaie de synthétiser sa question qui était un peu longue. Hein. Comme j'ai rien compris, c'est Valérie qui va répondre. Peut-être Pauline vous la poser en direct. Peut-être cette Pauline pourrait nous la poser en direct pour qu'on comprenne sa question. Elle est là, Pauline? Non, elle est peut-être pas là. Oui, question suivante. Alors, question suivante. Vous avez parlé de l'assise, vous avez évoqué l'assise. Une question sur ce que c'est que l'assise. Alors, l'assise, c'est une expérience que j'ai inventée en 1982, à ne pas confondre avec la méditation, avec le zazen, avec tout ça. L'assise, chez nous, c'est l'expérience d'assise immobile qui consiste à chercher à savoir quel con vient de s'asseoir. Et le problème, c'est d'essayer de passer de con malheureux à con heureux. Et donc ça, c'est tout un apprentissage parce que nous sommes à chaque instant imparfaits, c'est la nature humaine. Mais le problème, c'est qu'il faut identifier cette imperfection, la rapprocher de nos souffrances de l'enfance, essayer de la domestiquer pour passer d'une imperfection indigeste à une imperfection complètement digeste. C'est-à-dire se retrouver dans cette situation de ni bourreau ni victime qu'on a eue pendant la psychanalyse, mais dans le présent. Donc, tous nos groupes, nous avons 60 groupes dans 60 villes en France, en Suisse et en Belgique. Tous nos groupes, toute la semaine, essayent de faire un travail sur nous-mêmes qui consiste à dire dans quelle misère je suis. C'est en permanence, c'est la nature humaine qui fait que nous sommes soit dans un bonheur en train d'exulter, soit dans une misère, si petite soit-elle, pour être quelqu'un. À partir du moment où nous sommes dans une misère, il faut, l'identifier, 2, la pacifier.
Alors, on apprend dans l'assise immobile ces situations de misère, 1, accepter, identifier, 2, à pacifier pour essayer d'être non pas dans la perfection, mais dans l'imperfection heureuse. Notre boulot, c'est de passer de l'imperfection malheureuse à l'imperfection heureuse. C'est ça notre travail surhumain, herculéen. Encore une autre question. Les thérapeutes qui pratiquent cette méthode sont tous des kinésithérapeutes? Non, il y a des psychanalystes, il y a beaucoup de psychanalystes freudiens, jungiens, il y a des médecins, il y a des plombiers, il y a des kinésithérapeutes, il y a... Voilà, mais non, il y a de tout. Les instituteurs. Il y a des instituteurs, il y a des voyagistes, il y a des vendeurs de maisons, il y a des anciens flics. Il y en a devant moi, mon vieil ami à l'écran que je salue, mon Jean-Claude Winkel. Il y a, voilà, non, la psychanalyse corporelle, elle est comme la psychanalyse freudienne. N'importe qui peut être psychanalyste freudien ou jungien. Il n'y a pas de, il faut avoir fait une cure et avoir fait une préparation qui nous a formés à être psychanalyste, c'est tout. Et alors, encore une autre question. Vous dites que quand les images sont trop fortes, notre mental bloque et on ne va pas plus loin. Comment peut-on faire pour dépasser ce blocage et pouvoir aller plus loin dans la compréhension de son histoire? Ben, le psychanalyste se déchaîne. Ben non, le problème, c'est souvent un problème de temps. C'est-à-dire, imaginez, vous découvrez dans votre psychanalyse un truc super difficile à accepter. Vous faites une découverte d'un truc que vous avez du mal à accepter. Pendant un temps, vous allez faire les lapsus qu'il faut pour faire revenir ces images, mais vous les ramènerez pas dans le cercle, dans le partage verbal. Et en ne les ramenant pas dans le cercle, oh, Denis Desfours, bonjour Denis. Et donc, en faisant plus on va le refaire, plus à un moment donné, le cerveau va se faire à l'idée de la chose difficile à accepter. Et donc, souvent, c'est un problème de temps. Et souvent, les gens refont la séance jusqu'à accepter ce qu'ils ont découvert. Imaginez, vous découvrez que votre père, c'est pas votre père. Que soudain, c'est votre grand-père. Ben, les premières séances, c'est mélangé. C'est pas dit directement au cerveau. C'est quelque chose nous alerte sur, et si mon père n'était pas mon père? Et puis la séance, elle bloque, etc., etc. Et puis à un moment donné, à force de revenir à ce rendez-vous psychique et physique, à un moment donné, le corps accepte d'aller voir les images. Mais avant qu'il les dise en cercle, puisqu'après la séance physique, il y a ce qu'on appelle le partage verbal, où les gens prennent conscience de ce qu'ils ont vécu pendant la séance. Et ben, au moment du partage verbal, parfois ils l'ont déjà vu depuis 3 ou 4 ou 5 séances, mais ils n'avaient pas encore la force de le dire. Donc tout ça, c'est une conquête de la conscience. Il faut du temps pour que la conscience acquiert le droit de penser. Ça m'est vraiment arrivé ce que j'ai vu. Ça m'est vraiment arrivé, je ne peux pas en douter. Donc il faut du temps. Je compléterai aussi, moi, Bernard, on est confronté à ça en milieu libéral. C'est ne serait-ce que la conquête du spasme au début de la cure. Il faut du temps aussi. Des fois, il faut accepter que ce soit pas si simple que ça de laisser faire, de lâcher le corps et lui faire confiance pour qu'il puisse s'exprimer. Voilà. Donc, il y a tout un accompagnement aussi dès le départ. Et une confiance à installer avec le psychanalyste corporel. Voilà. Coucou Denis. Donc, on a plusieurs questions sur le chat, sur le concret, donc on va y répondre tout à l'heure. Où c'est qu'on peut trouver un psychanalyste, etc. On a pas mal, toute une série de questions concrètes. Voilà, on va donner des coordonnées, toutes les informations pratiques et concrètes juste à la fin. Allez sur le site de l'IFPC. On va l'afficher tout à l'heure à la fin. Hein. Voilà, et après sur le site, vous avez tous les professionnels qui sont cités. Tous les professionnels reconnus par l'IFPC. Je vais peut-être reprendre une dernière question de Pauline qui s'excuse de ne pas avoir de micro et qui a concentré sa question.
Y a-t-il un risque de trop cérébraliser l'enseignement et de perdre une certaine spontanéité du moment présent? C'est Valérie qui va y répondre. J'ai pas entendu la question parce que ça a coupé. J'aimerais Alors, réécouter la question. y a-t-il un risque de trop cérébraliser l'enseignement et de perdre une certaine spontanéité du moment présent? Et Alors, dans le moment présent, nous souffrons, donc il n'y a pas besoin d'intellectualiser la souffrance. La difficulté, c'est de l'identifier. Le problème de la souffrance chez l'homme, c'est la cécité devant la souffrance, c'est-à-dire nous souffrons et si la souffrance n'est pas très importante, nous ne savons pas de quoi nous souffrons et nous sommes capables de dire que nous allons bien. Donc le problème, c'est pas l'intellectualisation, le problème c'est l'identification. Si nous avons que deux solutions dans un instant T, où je suis super heureux, et dans ce cas-là, je trouve que la vie est belle et que tout le monde est magnifique, mais vous avez vu, c'est pas fréquent. Et si je suis pas super heureux, c'est que j'ai une petite souffrance qui m'habite. Et cette souffrance, elle me déguise dans un traumatisme. Le problème, c'est que cette souffrance, si elle n'est pas très intense, on n'arrive pas à l'identifier et on la banalise. Alors qu'en fait, toute souffrance est gravissime parce on peut la vaincre et elle incarne notre imperfection malheureuse et on peut passer de notre imperfection malheureuse à notre imperfection heureuse. Ça, c'est pas de la théorie, c'est de la souffrance quotidienne. Et donc là, il n'y a pas d'intellectualisation. Il faut apprendre une espèce d'attitude intérieure qui est vigilante aux souffrances qui nous habitent, aussi petites soient-elles. On doit pouvoir essayer de les dépasser. Voilà, ben, avant de répondre aux questions concrètes, on va présenter différents visuels avec les coordonnées, etc. S'il y a encore une autre question, sinon, ben, je vais vous laisser conclure. Nous avons, à côté du livre, nous avons deux films qui sont sortis. Un film d'1 heure qui présente la technique d'une manière assez complète, qui présente les trois psychanalyses, du passé, du présent et du futur, sur le film d'1 heure. Et nous avons un film de 20 minutes qui, lui, est plutôt centré sur les abus sexuels et la pédophilie, puisque je suis en train d'essayer de me rapprocher de Rome et du Vatican pour essayer de créer une promotion de psychanalystes religieux pour qu'à l'intérieur de la psychanalyse, les religieux puissent s'occuper de leurs problèmes de pédophilie, etc. Et que ce ne soit pas des laïcs qui conduisent les réconciliations intérieures. Donc, nous avons fait un film de 20 minutes qui se fait autour des abus sexuels et de la pédophilie. Mais je pense que nous avons mis en place à peu près dans une 60aine de villes en France, en Suisse et en Belgique, plein de petites conférences et projections de films dans lesquelles il va y avoir une projection de ces deux films avec un psychanalyste répondant encore à toutes les questions. Parce que nous sommes dans des temps extrêmement graves où ce que nous sommes en train de dénoncer au niveau de l'Église vont bientôt apparaître dans toutes les familles. La plus grande pédophilie, elle n'est pas religieuse, elle est familiale. Et donc, demain, tout ce que nous voyons se répandre comme délation religieuse, ça va se répandre dans les familles. Il faut faire savoir qu'il existe des techniques qui apaisent ces conflits, qui apaisent ces guerres. Il faut bien que les gens comprennent, depuis 40 ans, nous avons des milliers de séances derrière nous, nous avons des centaines de cas derrière nous. Depuis 40 ans, il n'y a jamais eu un seul procès entre les victimes et les bourreaux. Donc notre technique produit une réconciliation. Aujourd'hui, nous sommes partis vers une économie qui va coûter beaucoup d'argent à beaucoup d'organismes parce qu'aujourd'hui, il va falloir que l'Église paye toutes les exactions de ses prêtres. Et je crois qu'il faut que les gens sachent qu'on n'est pas obligé de tout le temps avoir recours à des règlements de compte. On peut aussi faire un travail intérieur qui n'innocente pas les bourreaux. Je veux dire que parfois, le bourreau est un vrai bourreau, il a besoin de la justice pour être sanctifié. Si la victime pardonne, ça ne veut pas dire qu'il est absous et que la justice n'a pas à passer. La justice, bien sûr, doit passer, en plus du pardon. Donc je dirais, nous avons ouvert la possibilité à tout le monde, si vous voulez faire une soirée à 15 personnes, nous vous enverrons le film et un psychanalyste pour passer cette soirée autour de ça, parce qu'il faut réveiller une conscience collective
rencontrons notre passé pour nous apaiser dans le présent et arrêter d'accuser les autres. Parce que ce ne sont pas les autres qui sont responsables de notre misère présente, c'est nous-mêmes. Merci, merci de ces éclairages. On va passer 4 visuels. Donc, vous pouvez, Jean-Marie, si tu peux passer le premier. Donc, en fait, vous pouvez rencontrer Bernard Monteau dans des week-ends qui sont organisés environ un par mois. Voilà, vous avez tous les renseignements sur ce visuel. Alors, les quatre diapos qui vont passer après, à la fin de la conférence, on va les laisser passer en boucle. Comme ça, vous aurez le temps de bien prendre connaissance des informations si vous êtes intéressé. Voilà, donc vous pouvez rencontrer Bernard Monteau à ces week-ends. Bernard, si tu veux peut-être dire un mot sur ces week-ends ou si tu le souhaites. Il est plutôt bien, mais il est plutôt gentil, Bernard Monteau. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ok, et puis le deuxième visuel. Le deuxième visuel, donc c'est voilà, on a parlé des groupes d'assises. Voilà, on a une petite visu de l'implantation de ces groupes d'assises. Donc, si vous voulez savoir le groupe d'assises qui existe proche de votre ville, pareil, vous trouverez ces informations sur le site qui est affiché. Et puis, si vous n'avez pas de groupe, n'avez pas de groupe proche de votre ville, nous sommes capables de faire une conférence vers chez vous, à côté de chez vous, avec un psychanalyste qui viendra vous aider et répondre aux questions. Voilà. Alors justement, voilà la diapo suivante. Voilà, donc Monsieur Monteau en a parlé tout à l'heure. Donc on peut organiser une projection sur le film La Révolution de la psychanalyse corporelle. Il y a déjà, donc ça a été dit tout à l'heure, une cinquantaine à peu près d'événements qui sont organisés. Mais si vous souhaitez organiser une projection privée, c'est possible et vous prenez contact sur le site là où c'est indiqué en bas de page. Il faut comprendre que nous passons par cette solution parce qu'aujourd'hui, à cause de la pandémie, il n'y a pas qu'en Colombie, en France aussi, nous ne pouvons plus avoir des grands rassemblements. Là, j'étais invité au Salon Zen ce week-end. Nous étions devant une salle de 250 personnes, alors que normalement, il aurait dû y avoir 1000 personnes. Aujourd'hui, à cause du confinement, nous sommes coincés dans une communication plus proximale avec des plus petits groupes. Mais à la limite, je dirais c'est bien. Il faut saisir cette opportunité parce que le sujet nécessite un peu d'intimité. Donc, il faut multiplier les petites rencontres plutôt que d'espérer les grandes rencontres parce que de toute façon, avant qu'on ait trouvé le vaccin de ce virus, nous serons condamnés à des petites rencontres. Voilà, et enfin, dernière petite diapo, Jean-Marie, s'il te plaît. Donc, si vous souhaitez une information de nos prochains événements, vous pouvez laisser votre adresse mail dans le chat et on vous répondra, soit des groupes d'assises, soit des diffusions du film. Voilà. Merci Monsieur Monteau, merci Valérie d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, merci à vous. Juste une dernière petite information que je voulais donner, c'est que bien évidemment, nous sommes tout un collège de psychanalyse corporelle et donc une formation démarrera en octobre 2021. Donc, ceux qui pourraient ou seraient intéressés, eh bien, ils seraient les bienvenus. Voilà. Passez une magnifique soirée. Merci à tous. Merci à tous.